Alors, bonjour. Pour ce qui est de la première série d'exercices, quand on vous demande la configuration électronique simplifiée, euh, on ne parle pas ici du modèle atomique simplifié, on parle juste de configuration électronique. Donc, la configuration électronique, c'est simplement les électrons. Donc, par exemple, si on prend le fluor, évidemment, le fluor, ben, numéro 9 ici. Puisqu'il y a le numéro 9, ben, il y a 9 électrons à placer. C'est tout simplement ça. Donc, si on revient, ben, vous avez 2 électrons sur la première couche, il en reste 7 sur la dernière. En fait, si on regarde le fluor, il est dans la famille numéro 7 en chiffre romain. Ça veut dire qu'il y a 7 électrons sur sa dernière couche. Il est dans la période numéro 2, là, je fais ça à titre de révision un petit peu. Là. Il est dans la période numéro 2, donc la ligne horizontale numéro 2, ça veut dire qu'il y a 2 couches électroniques. Une, deux. Ça va? Donc ça, c'est pour le fluor. Le chlore, lui, même principe, il est sur la période numéro 3, donc il y a 3 couches électroniques, vu qu'il est sur la ligne horizontale numéro 3. Donc 1, 2 et 3. Et il y a le numéro 17. Son numéro atomique, c'est 17. Donc il y a 17 électrons à placer. Les électrons maximum par couche, c'est 2 sur la première couche, 8 sur la deuxième couche, 18 sur la deuxième couche. Donc c'est toujours 2 fois le numéro de la couche au carré. Donc, sur la quatrième couche, 4 x 4, 16 fois 2, 32 électrons maximum. Ben lui, il y en a 17 à placer. Alors, ce qu'on fait, on part de la première couche, on en met 2. Et ce qu'on peut faire rapidement, c'est de dire, ben, puisqu'il est dans la famille numéro 7, il va avoir 7 électrons sur sa dernière couche. Et on vient placer ces 7 électrons sur sa dernière couche. Donc, 7 et 2, ça fait 9 électrons. On savait qu'il y en a 2 maximum sur l'autre. Bien, évidemment, il y en a 8 sur la deuxième couche, tout simplement. D'accord? Ensuite de ça, situer ces deux éléments dans le tableau périodique, repérer le chiffre romain inscrit en haut de la colonne, donc c'est le chiffre numéro 7. Examiner leur configuration électronique. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Bien évidemment, ils ont 7 électrons sur leur dernière couche, ce qu'on appelle les électrons de valence. Donc, ils ont 7 électrons parce qu'ils sont dans la famille numéro 7 verticale. Au numéro 2, c'est le même principe pour chacun. Écoutez, c'est toujours à peu près le même pattern, c'est-à-dire que le numéro atomique va vous donner le nombre de protons, mais va vous donner aussi le nombre d'électrons. Donc, le néon, le numéro 10, il est sur la deuxième période. Il y a 2 couches électroniques, il y a 10 électrons à placer. Donc, regardez, vous avez toujours 2 électrons sur la première couche, 8 électrons maximum sur la deuxième couche. Mais par exemple, le fluor, lui, il y a seulement, comme on l'a vu, il y a seulement 9 électrons en tout. Donc, il y en a simplement 7 sur la deuxième. Elle n'est pas complétée. Soit un atome neutre de numéro atomique 26. Donc, si le numéro atomique est 26, ben, il y a 26 électrons autour du noyau, 26 protons dans le noyau. De quel élément s'agit-il? Ben là, il faut aller trouver le numéro 26. Si vous regardez le numéro 26, c'est du fer. Quelle est la charge électrique totale du noyau? C'est-à-dire que dans le noyau, vous avez des neutrons qui sont neutres, qui n'ont pas de charge, puis vous avez des protons qui sont positifs. Puis autour, vous avez les électrons qui sont négatifs. Donc, le noyau, on va considérer qu'il est positif parce qu'il y a des particules neutres qui n'ont aucune charge, puis des charges positives. Donc, on va considérer qu'il est positif. Et pourquoi on dit plus 26? Ben, c'est simplement parce qu'à l'intérieur du noyau, il y a 26 protons. Donc, on va dire que la charge du noyau est de plus 26. C'est pour ça. Au numéro 3, lequel ou lesquels correspondent à la définition du nombre de masse? Ben, le nombre de masse, c'est le nombre total de nucléons. Les nucléons, comme je l'ai déjà dit, c'est des neutrons et des protons. Puis la somme des neutrons et des protons, évidemment, si j'additionne les deux, ça me donne le nombre de masse. Ça va? Donc, ce n'est pas le nombre total de neutrons et ce n'est pas le nombre total d'électrons et de neutrons. Donc, c'est vraiment 2 et 3. Combien y a-t-il de protons numéro 5 et d'électrons dans un atome de mercure 200? Euh, le mercure, son numéro atomique, si on va le voir, c'est 80 ici. Ça, c'est le mercure. Puisque le mercure a 80 comme numéro atomique, ben, il va avoir 80 protons. Maintenant, si vous regardez ici dans sa notation qu'on vous donne, c'est 200 son nombre de masse. Donc, si on fait son nombre de masse, 200 unités de masse atomique, moins 80 protons, il va nous rester 120 neutrons. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc, 80 électrons, évidemment, parce qu'il y a 80 protons, et 120 neutrons.
On découvre qu'un élément possède 45 neutrons et 35 protons. Donc, si on additionne les deux, ça nous fait 80 unités de masse atomique. Et évidemment, s'il y a 35 protons, ben, c'est le numéro 35. Puis c'est qui le numéro 35? C'est le brome. Voilà. Donc, évidemment, c'est du brome. Ensuite, attends un peu, voilà. Donner la notation, pardon, donner la notation atomique de l'atome. La notation atomique, c'est toujours, on donne c'est ça la notation atomique, on donne le symbole de l'élément, on donne son numéro atomique et son nombre de masse. Faites-vous-en pas si vous mettez, vous, le nombre de masse en haut puis le numéro atomique en bas ou l'inverse, c'est pas grave. Ça dépend des tableaux périodiques, c'est pas toujours présenté de la même façon. Si vous regardez ici, la masse atomique de cet atome-là, de néon, c'est 20 unités de masse atomique parce qu'il y a 20 protons, 10 protons pardon, et 20 et 10 neutrons. Donc 10 et 10 fait 20. Évidemment, il y a 10 électrons, donc ça va être du néon. Puis comment on sait que c'est du néon? Ben, il y a 10 protons. Puisqu'il y a 10 protons, ben, son numéro atomique, c'est 10. Dans le tableau périodique, c'est le néon qui a le numéro 10. Tu es déjà rendu là? Je pense que oui. Un petit peu. Oui, on est rendu au numéro 8. Donc, au numéro 8, on dénombre 138 particules neutres. Là, évidemment, on va parler ici de neutrons. Donc, 138 particules neutres, c'est 138 neutrons. Dans un certain atome de radium. Mais du radium, tu vas voir dans le tableau périodique, du radium, on va l'avoir juste en bas ici, au numéro 88. Le radium, il y a 88 protons. D'accord? Parce qu'il y a le numéro 88 dans le tableau périodique. Donc, si j'additionne 138 neutrons avec 88 protons, je vais trouver un nombre de nucléons, autrement dit, les nucléons, je le répète, ce sont des protons et des neutrons. Donc, nécessairement, si j'additionne les deux, ben, je vais trouver dans ce cas-ci 138 plus 88, 226. Quel est son nombre de masse? Ben, 226. Combien y a-t-il d'électrons? Je vous rappelle que c'est du radium, numéro 88. Donc, 88 électrons également. Et c'est le même principe à peu près tout le temps. C'est-à-dire que, numéro 9, un certain métal est constitué de 61 neutrons, 47 protons. Bien évidemment, si je fais 61 et 47, 108, c'est son nombre de masse. De qui il s'agit? Le numéro 47 dans le tableau périodique. Le numéro 47, c'est de l'argent. Donc, le numéro 47, c'est de l'argent et avec une masse atomique de 108. Un certain gaz, donc on sait qu'on va être dans la famille numéro 8. Si on parle d'un gaz, on est dans les gaz inertes. Donc, on est dans la famille numéro 8, complètement à droite. Possède un numéro atomique de 18, puis un nombre de masse de 40. De quel élément s'agit-il? Ben, le numéro 18. Le numéro 18, c'est l'argon. Et, excusez-moi, on est où? On est ici. Quelle est la charge électrique du noyau? C'est le même principe que tantôt. Donc, dans le noyau, j'ai les neutrons puis les protons. Puis, ben, lui, l'argon, il y a 18 protons. Et dans ce cas-ci, il y aurait 22 neutrons, puisque sa masse atomique est 40. Là. Fait que dans le fond, c'est 18 plus 18 protons qui donne une charge du noyau de plus 18. Quelle est la charge électrique totale de l'atome? Ben, l'atome, il y a 18 charges positives, mais il y a aussi 18 charges négatives. Donc, sa charge, c'est neutre, parce que les 18 charges négatives, c'est les 18 électrons, alors que les 18 charges positives, c'est les 18 protons. Donc, si on additionne les deux, la charge, elle est considérée neutre ou nulle. Combien de particules neutres possède-t-il? Donc, les particules neutres, évidemment, c'est les neutrons. Ça, j'en ai parlé, puisque son nombre de masse est de 40. Bien évidemment, il y a 22 neutrons, parce que additionné aux 18 protons, ça va nous donner 40 unités de masse atomique. Donc, il y a 22 neutrons. Un physicien analyse un échantillon inconnu. Ses instruments indiquent que l'atome de cet élément est neutre et qu'il contient 338 sous-particules atomiques. Donc ici, par sous-particules atomiques, on veut dire des particules qui sont à l'intérieur de l'atome. Donc, s'il y a 138 sous-particules, ça voudrait dire neutrons, protons et électrons compris. On sait que on vous dit ici qu'il y a 150 particules neutres. S'il y a 150 particules neutres, ça veut dire ici qu'il y a 150 neutrons. Donc, si on fait 338 moins les 150 neutrons, il nous reste 188 protons et neutrons.
Parce qu'on a dit que les sous-particules, on en connaît trois. Les sous-particules, là, c'est soit des neutrons, soit des protons, soit des électrons. Ici, on a réglé les neutrons, on sait qu'on en a 150. Ces deux-là ensemble, on en a 188. Ben, il doit en avoir le même nombre de protons et d'électrons. Donc, si on divise par 2, on a 94 protons et 94 neutrons. Donc, c'est du plutonium dans le tableau périodique parce que le numéro 94, c'est bel et bien du plutonium. Il n'est pas affiché ici. Si je baisse mon tableau, ici, plutonium, numéro 94. On continue, on est à page 3, on va à la page 4. Bon, ça c'est un tableau, je dirais, classique. Là. On vous parle d'une notation atomique, on vous demande, ici c'est toujours ce qu'on appelle le nombre de masse, d'accord? Le Z d'un élément, c'est toujours son numéro atomique, donc le numéro atomique qui figure dans le tableau périodique, c'est son numéro, le nombre entier. Donc, évidemment, si je parle du beryllium, son numéro atomique, c'est 4. Mais si c'est du beryllium 9, ben, c'est parce qu'il y a 5 neutrons. Il va toujours avoir le même nombre d'électrons et de protons. Donc, ces deux colonnes-là vont toujours être, je vais vous le faire en vert, là, ces deux colonnes-là vont toujours être semblables parce que c'est le nombre de protons et d'électrons. Donc, évidemment que le nombre de protons aussi va être semblable. Je vous le fais en bleu. Le nombre de protons va être semblable au numéro atomique. Ça, c'est sûr. C'est 6. Maintenant, le nombre de neutrons va varier, lui. Le nombre de neutrons ici que je vous fais en jaune, là, lui, il va varier en fonction de la masse atomique. Tout dépendant de la masse atomique de l'élément. Par exemple, pour l'argon, si l'argon pèse 40 et si l'argon a 18 protons, ben, il y a 22 neutrons, comme vous le voyez ici. D'accord? S'il y a 40, on enlève les 18 protons, on va trouver 22 neutrons. Voilà, donc, c'est le même principe pour chacun. Ici, vous avez la configuration électronique. On en a fait quelques-uns. Ça devrait quand même bien aller. Même principe. On prend toujours notre nombre d'électrons et on le dispose sur chacune des couches. Le nombre de couches électroniques est donné par la période, la ligne horizontale. On s'en va à la page 5. Sensiblement la même chose ici. C'est simplement pour pratiquer. Il y en a quelques-uns qui doivent se demander la différence entre le modèle atomique simplifié et le modèle atomique simplifié. Oh my God, OK. J'ai pas vu ça. En fait, comme je l'ai peut-être abordé, mais rapidement tantôt, là, il y a trois types d'appellations. Soit on parle de configuration électronique, on parle de modèle de Rutherford-Bohr, parce que Rutherford, lui, il a découvert le proton, et Bohr est vraiment relié, lui, à l'électron. Donc ici, on met les protons et les électrons. Puis le modèle atomique simplifié, c'est celui qui va tenir compte des neutrons. D'accord? Donc, on a souvent tendance à juste écrire les protons, les neutrons, puis les électrons, autrement dit, à tout écrire. Mais parfois, il y a des questions qui vont faire la distinction. Mais ici, je ne saisis pas la distinction que eux veulent que vous fassiez. Mais bon, ici, ils écrivent simplement le modèle atomique simplifié, les deux formes de modèle atomique. Vous voyez, en dessinant les deux formes de modèle atomique simplifié. C'est plus ou moins pertinent. Moi, je vous dirais, tenez-vous-en à la forme qui est ici, là, celle où on parle du nombre de neutrons et du nombre de protons avec les couches, puis vous allez être correct. C'est vraiment pas une distinction qui est importante. Donc, cette colonne-là, là, faites-vous-en pas avec ça. Quand on arrive pour nommer l'élément, évidemment, on va se fier sur le nombre de protons. Autrement dit, le Z. Hein? Le Z, c'est le nombre de protons. Autrement dit, 18 ici pour l'argon. Et c'est comme ça qu'on l'identifie. Donc, si j'en prends un autre au hasard, si on parle du phosphore, le phosphore a le numéro atomique 31, le numéro atomique 15, pardon. Si son nombre de masse est de 31, ça veut dire qu'il y a 16 neutrons. Il va avoir 15 protons, 15 électrons. Et sur la troisième couche, donc il y a troisième période horizontale, il y a trois couches. Il y a 15 électrons à placer. On en met 2 sur la première, 8. Et il est dans la famille numéro 5 du tableau périodique vertical. Ce qui veut dire qu'il y a 5 électrons de valence. Et c'est le même principe pour chacun. À la page 6, on vous parle de la notation de Lewis. Il est possible qu'au cégep, quand vous allez avoir à faire ça en chimie, le prof vous demande de faire les doublets d'électrons comme des petits traits comme ça. Moi, c'est ce que je fais en classe avec vous. Mais dans certains manuels, lorsqu'on a un doublet d'électrons, il y a certains manuels qui vont laisser, par exemple pour l'argon, ils vont laisser les 8 électrons comme ça.
Alors, moi, j'ai plutôt tendance à utiliser cette formule-là. Mais vous voyez ici, par exemple, pour le phosphore, il est dans la famille 5, on met simplement 5 points pour les électrons de valence. Donc, tout ça est relativement simple. Je vous dis, la façon de faire ça, pour faire la notation de Lewis, c'est qu'on regarde dans le tableau périodique. On regarde le numéro de la famille, donc, par exemple, la ligne verticale. Si j'avais à faire le bord, par exemple, si je sais que le bord il est dans la famille numéro 3, il y a 3 électrons de valence. Je commence à un endroit, je m'en vais à l'autre. Il y a 4 endroits possibles. Donc, celui-ci, à droite, en bas et à gauche. Donc, je peux mettre un maximum de 2 électrons à chaque endroit, mais je dois toujours tourner successivement, dans le sens que je veux. Ça ne dérange pas et je commence où je veux. Mais je dois mettre le nombre de points successivement en alternant les 4 côtés. Par exemple, pour l'oxygène serait dans la famille 6. Donc, j'aurais oxygène et là, je devrais faire 6 fois le tour en mettant un électron à chaque fois. Ce qui veut dire que l'oxygène a 2 doublets d'électrons et 2 électrons célibataires, 1 et 2. C'est toujours de cette façon-là que ça fonctionne. Donc, si on s'en vient ici, bon, vous voyez, l'oxygène, il y en a 6. L'aluminium est dans la famille 3, il y en a 3. Est-ce qu'il y a l'hélium? Il y a toujours le... Il n'y a pas de l'hélium. La seule petite distinction ici, c'est que l'hélium, il est dans la famille numéro 8. Mais évidemment, l'hélium, son numéro atomique, c'est 2. Fait qu'il y a juste 2 électrons. Mais on aurait tendance à vouloir les mettre séparés comme ça. Sauf que ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre ensemble dans un doublet d'électrons pour montrer qu'il n'y a aucun électron disponible pour faire une liaison chimique. C'est une exception. OK? Donc, pour l'hélium, c'est cette formule-là ou celle-là. Mais on ne doit pas mettre les électrons séparés. Ça ne dérange pas où on les met. On pourrait les mettre, par exemple, ici, on pourrait les mettre à gauche, les deux. Il n'y a aucun problème. Donc, l'hélium est vraiment une exception. Bien qu'il soit dans la famille 8, 2 électrons, puis on doit mettre les électrons ensemble. Numéro 16. Le numéro 16, je ne vais pas le faire mot par mot. Il y a des choses qui sont moins évidentes, là, comme générateur de sel. C'est pas des trucs qui sont vraiment importants. Mais on vous a quand même donné un espace pour répondre, je présume. Attends un petit peu. Je pense que c'est un mot croisé. Ah non, c'est une classification. Donc, toutes les 32 affirmations qui sont là, tantôt on parlait de générateurs de sel, les halogènes, je ne crois pas que tout le monde ait répondu ça par cœur, puis je ne veux pas que vous en fassiez avec ça. OK? Mais il y en a quelques-unes qui seraient quand même intéressantes à savoir et à connaître. Il n'y en a pas tant que ça de distinction à faire, mais si je vous regardais, c'est la famille la plus réactive, la famille non métallique la plus réactive, c'est très important. Non métallique, ça veut dire qu'on parlerait des halogènes. Nous sommes tous gazeux, ce serait les gaz rares. Un éclat métallique, ce serait plutôt des métaux. Mais parfois, vous avez des catégories qui vont être comprises pour deux. C'est-à-dire que tu peux être un non-métal et être un gaz. Donc, tu serais dans 2 catégories. Donc, je trouve que c'est un numéro qui est intéressant. Notre groupement se nomme aussi 2A. Donc, évidemment, on va parler des alcalino-terreux. Mécaniquement, on nous déforme et étire aisément. Donc, clairement, c'est une propriété des métaux. Les atomes neutres de notre groupe montrent toujours 7 électrons sur la dernière couche. Là. Tu sais que c'est les halogènes, la famille numéro 7. Donc, il y a beaucoup de déductions à faire, mais certains peuvent être vraiment un peu nébuleux là, pour les déduire. Là. Ils ne sont vraiment pas prioritaires. Mais ceux, comme je vous disais, il y en a quelques-uns qui sont évidents par rapport à la description des différentes familles. Il serait plus à savoir. Mais ne vous en faites pas trop avec s'il y en a qui sont vraiment bizarres là-dedans. D'accord? Donc, ça, c'est les réponses pour la classification des 32 affirmations. À la page 8, vous avez ce qu'on appelle la représentation d'une liaison ionique. Les liaisons ioniques, pour les représenter, ici, là, je vous avais demandé de ne pas faire cette partie-là. OK? Donc, le numéro 8, là, la partie, vous pourrez la faire par après. Il va y avoir un cours là-dessus. Mais pour le nom, en ce qui nous concerne présentement, on ne l'a pas vu, la façon de nommer les molécules. Mais tout ce qui est important ici de voir, c'est qu'il y a un donneur d'électrons, puis il y a des receveurs d'électrons. D'accord? Donc, le métal
est toujours le donneur d'électrons et le non-métal est toujours le receveur d'électrons. Donc, les flèches vont toujours aller du métal vers le non-métal, c'est-à-dire le beryllium. Le beryllium, il est 2 électrons sur sa dernière couche, il est dans la famille numéro 2. Il va donner chacun de ces électrons à chacun un chlore. Donc, il y a 2 chlores, évidemment, parce que c'est du BeCl2. Donc, ici, j'ai 2 lithium parce qu'il y a un 2 et j'ai un soufre. Donc, les 2 lithium ont un électron sur leur dernière couche parce qu'ils sont dans la famille numéro 1. Et le soufre, lui, dans la famille numéro 6. Donc, un électron de chaque lithium va être donné au soufre. Donc, le soufre va être content, il va avoir 8 électrons, il va être stable. Et le lithium va avoir perdu son électron de valence et il va avoir la configuration électronique de l'hélium. C'est-à-dire qu'il va avoir juste 2 électrons, lui d'en avoir 3. Et il va devenir stable. Même chose pour les autres. Je vous dirais K2O, c'est 2 potassium qui ont chacun un électron, pardon, qui ont chacun un électron de valence. Donc, sont dans la famille 1. L'oxygène a 6 électrons sur sa dernière couche. Donc, c'est le même principe que le Li2S, le K2O. Parce que le potassium et le lithium sont dans la même famille, puis le soufre puis l'oxygène sont dans la même famille. Le BeF2, donc beryllium, 2 électrons de valence. Il en donne chacun un au soufre. Vous pouvez le représenter comme vous voulez. Là. Ça, c'est pas un problème. Là. Tu pourrais dire, c'est ta flèche, là, tu pourrais la mettre comme ça, il n'y a aucun problème. Tu aurais le fluor, puis tu aurais un autre fluor comme ça ici. Tu pourrais disposer ça comme ça ne dérange pas. Là. OK? Donc, la disposition n'est pas obligée d'être comme ça à 180 degrés. Ça peut être comme il monte à droite ici. Un aluminium pour 3 chlores, parce que l'aluminium est dans la famille numéro 3. Il y a 3 électrons célibataires, 3 électrons séparés. Il en donne un à chaque chlore. Donc, voilà, AlCl3, ce qu'on appelle une liaison ionique entre un métal et un non-métal. Donc, magnésium, 2 électrons, famille numéro 2. Chaque iode est dans la famille numéro 7. Donc, puisque sont dans la famille numéro 7, il leur manque un électron, ils en reçoivent chacun du magnésium. Pour ce qui est du nom, on ne s'occupe pas de ça. À la page 9, il fallait équilibrer les 2 charges pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on a comme molécule. Donc, évidemment, si j'en prends un ici, j'ai de l'aluminium qui est 3+, puis j'ai du fluor qui est négatif. Donc, celui-ci est moins, puis celui-ci est 3+. Donc, ça va me prendre 3 fluors pour avoir une charge de négative de 3-. Et là, je vais être capable d'avoir une molécule neutre. Donc, j'ai besoin de 3 fluors pour un aluminium, parce que je veux toujours que ma molécule soit neutre. Puis, puisque j'ai 3 fluors, ça va faire du AlF3. C'est toujours la même chose. Des fois, les charges sont juste opposées. Cuivre 2+, avec oxygène 2-. C'est 2+ avec un 2-. J'ai juste besoin de 1 pour 1. C'est pour ça que c'est du CuO. Il y a des cas particuliers comme, par exemple, du 3+ avec du 2-. OK? Donc, n'oubliez pas, bref rappel, tous ceux qui sont ici, à part l'hydrogène est dans une classe à part, là, mais tous ceux qui sont ici sont plus. Famille numéro 1 sont plus. Ils vont tous perdre un électron. Famille numéro 2, tous 2+. Ils vont tous perdre 2 électrons quand ils vont rencontrer un non-métal. Famille numéro 3 sont tous 3+. OK, je ne vais pas toutes les faire. Là. 3+, 2+. La famille numéro 4, on la met de côté pour l'instant. La famille numéro 5, ils vont tous recevoir 3 électrons. Fait qu'ils vont avoir 3 charges négatives de plus. C'est-à-dire qu'ils sont excédentaires. Fait qu'ils vont être 3-, les autres. OK, 3-. Donc, je vais peut-être me mettre dans une autre couleur. Là. On va mettre ça clair. Donc, 3-, 3-, 3-. Donc, toute cette famille-là sont 3-. Eux sont tous 2- parce qu'ils vont tous gagner 2 électrons. Donc, ils vont avoir 2 électrons excédentaires. Puis ici, ils vont tous être moins. Ils vont tous gagner un électron. Donc, c'est comme ça qu'on détermine la charge de chacun. Donc, comme je l'ai dit, l'indium, tu ne te poses pas de questions, lui, il est 3+. Pourquoi? Il est dans la famille numéro 3, tout simplement. Donc, en recevant un tableau périodique pour un examen, tu peux tout de suite écrire ton plus pour la famille 1, 2 plus famille 2, 3 plus si. Famille 4 ne participe pas aux réactions, aux liaisons ioniques, donc on met ça de côté. 3-, 2- et moins. C'est pour ça que quand on parle, par exemple, d'une molécule faite d'aluminium
puis d'oxygène. Il y a l'aluminium qui est 3+, puis l'oxygène qui est 2-. Mais là, vous devez faire une molécule qui est neutre avec ça. Vous devez faire une molécule qui est neutre. Ici, je vais avoir besoin de 2 aluminium pour me faire 6-, pardon, 6+. Puis je vais avoir besoin de 3 oxygènes pour me faire 6-, puis annuler tout ça. Donc, si j'ai besoin de 3 oxygènes, je vais avoir besoin, ça va me donner O3. Puis si j'ai besoin de 2 aluminium, ça va me donner Al2. Et je vais toujours dans la molécule. Pourquoi je n'écrirais pas, par exemple, O3Al2? Ben, je n'écris pas O3Al2 parce que je dois écrire toujours le métal en premier, gauche-droite. Donc, retenez ça, tableau périodique, en général, pas toujours, mais en général, l'élément placé le plus à gauche dans le tableau périodique s'écrit à gauche en premier, et le plus à droite, à droite. Donc, c'est pour ça que les métaux sont à gauche, les non-métaux sont à droite. En général, c'est la façon dont ça va fonctionner. On continue. Ici, excusez-moi, page 9. Alors, à la page 10. Parmi les 4 schémas ci-dessous, déterminez lequel correspond le mieux à la variation du rayon atomique à l'intérieur d'une période. La flèche indique le sens croissant de la propriété. Donc, dans quel sens le rayon de l'atome augmente? Est-ce qu'il augmente dans ce sens-là ou est-ce qu'il augmente dans ce sens-là? Comme ça ou comme ça. Dans le tableau périodique, comme on l'a vu en classe, plus je m'en vais pour une même période, plus je m'en vais vers la droite, plus que les éléments ont des protons dans leur noyau. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça attire de plus en plus le nuage d'électrons. Les électrons sont de plus en plus attirés. Donc, plus je m'en vais vers la droite, plus le rayon atomique des atomes diminue. Parce que, oui, ils ont le même nombre de couches électroniques, mais les protons, là, un proton, c'est 1800 quelquefois plus pesant qu'un électron. C'est vraiment massif, un proton par rapport à un électron. Donc, à chaque fois, quand on s'en va vers la droite dans une même période, on rajoute des protons. Donc, ça a un gros effet sur le nuage autour. Donc, le nuage, lui, électronique, là, au début, il est moins attiré, de plus en plus attiré, puis là, le rayon de l'atome, lui, il diminue. Donc, le rayon atomique, ben, il augmenterait vers la gauche. Donc, en s'en allant vers la gauche. Donc, on dit que la flèche indique le sens croissant. Donc, la bonne réponse ici, ce serait A. Si on regarde ce qui est écrit, le schéma A, dans une même période, plus le numéro atomique est élevé, plus le noyau est chargé positivement, donc il y a plus de protons, et plus il retient les électrons près de lui. Le rayon atomique est donc à son minimum à la fin de la période. Donc, comprenez? Encore une fois, plus je m'en vais vers la droite, plus je rajoute des protons, puis plus ça attire les électrons, parce que un plus attire un moins. Donc, ça attire de plus en plus les électrons, donc de plus en plus les électrons sont attirés, puis ça va diminuer le rayon atomique. Ensuite de ça, au numéro 20, les éléments de numéro atomique 104 à 116 n'existaient pas à l'état naturel. Ils sont produits synthétiquement, ça veut dire artificiellement, et se désintègrent si rapidement qu'il est impossible de déterminer la majorité de leurs propriétés. Selon vous, lequel de ces éléments devrait avoir la plus forte électronégativité? Expliquez votre réponse. Bon. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut définir un peu c'est quoi l'électronégativité. L'électronégativité, c'est la capacité à attirer des électrons. La famille numéro 1, la famille numéro 2, puis la famille numéro 3, eux autres, là, ils ne veulent pas attirer des électrons, ils veulent en donner. Eux autres veulent en donner 1, eux autres veulent en donner 2, puis eux autres veulent en donner 3. Fait qu'ils ne sont pas très électronégatifs. La famille numéro 5, 6 et 7, eux autres, par contre, sont bien électronégatifs. Eux autres, ils veulent en attirer des électrons. Ils veulent en gagner. Puis la famille numéro 7, là, on oublie ça, eux autres, la famille numéro 7, ils ne réagissent pas du tout, ils n'en veulent pas d'électrons. Les plus électronégatifs de la gang, c'est ceux qui ont, pour une même période, c'est ceux, bien, premièrement, qui ont le plus de protons dans leur noyau. Donc, le fluor, là, c'est lui le plus électronégatif de la période numéro 2. OK? Lui est électronégatif, celui-là aussi, mais c'est beaucoup plus facile d'attirer seulement un seul électron pour compléter ta couche. Il est très, très, très électronégatif, le fluor.
Et donc, l'électronégativité, elle augmente en s'en allant vers la droite. Évidemment, ici, ce n'est pas électronégatif. Ils ne veulent pas gagner des électrons. Donc, l'électronégativité, c'est la capacité à attirer des électrons. On oublie ça pour la famille 1, 2 et 3 parce qu'eux, ils veulent en donner, ils ne veulent pas en attirer. Et ça augmente en s'en allant vers la droite pour la raison que j'expliquais tantôt. Il y a de plus en plus de protons dans le noyau. Et en plus, c'est facile d'attirer un seul électron. Donc, le fluor, lui, est très électronégatif. Donc, si on revient à notre question de tantôt, on demandait entre l'élément, les numéros d'éléments, les éléments de numéro atomique 104 à 116. Donc là, on va vraiment être dans le bas du tableau périodique. 104 à 116. Donc, mettons qu'on prend ces numéros-là. Bien, l'électronégativité, elle augmente comme ça. Plus je m'en vais vers les halogènes, plus ça va être électronégatif. Donc, nécessairement, celui-ci est le plus électronégatif parce qu'il est placé à droite. On va aller voir la réponse qu'eux nous donnent. L'élément 116, car il est placé en fin de période, près de la colonne des halogènes, c'est le plus non métallique des éléments de cet ensemble. Son caractère de receveur d'électrons, vous voyez, qui attire l'électron, lui confère une électronégativité supérieure à celle des autres éléments de cette même période. Pour une période donnée, pourquoi la conductibilité électrique est-elle élevée en début, le numéro 21, en début de période, puis chute-t-elle brusquement? Donc, pourquoi la conductibilité électrique? Okay? La conductibilité électrique, c'est la capacité à faire bouger des électrons, d'accord? Faire bouger des électrons. Puis, il faut que tu sois capable d'en donner des électrons. OK? Donc, être conducteur d'électricité, c'est d'avoir des électrons disponibles pour pouvoir les faire bouger. Alors, si vous regardez, en début de période, là, comme je vous ai dit tantôt, je vais aller voir à l'autre tableau, celui-ci. En début de période, okay, voilà. Vous avez des, je l'ai vu en classe avec vous, vous avez des éléments qui veulent vraiment donner des électrons. Donc, pardon, si je prends la deuxième période, là, je vous l'attends en jaune là, ou en vert, pardon. Dans la deuxième période, au début, vous avez des éléments qui donnent des électrons qui sont conducteurs. Lui est encore plus conducteur parce qu'il en donne deux, puis le bord est encore plus conducteur. Il donne 3 électrons pour faire bouger des électrons. On sait que l'électricité est liée au mouvement d'électrons. Alors que plus je m'en vais vers la droite, les électrons ne sont pas donnés, ne sont pas disponibles. Et en plus, ce sont des non-métaux. Fait que c'est clairement pas des conducteurs. Puis les gazinettes, on oublie ça, ils ne réagissent pas. Donc, en début de période, il y a plutôt des donneurs d'électrons, ce sont des métaux, puis en fin de période, c'est des receveurs d'électrons, puis c'est des non-métaux. Évidemment que la conductibilité électrique, elle chute. Donc, si on regarde la réponse qu'eux donnent, en début de la période se trouvent les éléments métalliques qui possèdent des électrons faciles à déplacer. En fin de période, les métalloïdes et les non-métaux retiennent fermement leurs électrons et sont peu ou pas conducteurs. Voilà pour ça. Au numéro 22, ici, vous avez différents isotopes, c'est-à-dire que l'hélium 3, on te demande de dire, décrivez le contenu du noyau. Dans le noyau, j'ai un certain nombre de protons et j'ai un certain nombre de neutrons. Bien évidemment, de l'hélium, il y a toujours 2 protons là-dedans. Mais si c'est de l'hélium 3, c'est qu'il y a un neutron pour que ça fasse 3 unités de masse atomique. Si je prends du potassium 40, le potassium, OK, donc potassium 40, il y aura l'air de ça, mettons. Bien, le potassium, il y a 19 protons. Okay? Si on va dans le tableau périodique, le potassium, tu le vois, il est à gauche, il est ici, il y a 19 protons. Mais du potassium 40, c'est du potassium qui a 21 neutrons, parce que 21 et 19 font 40. Du thorium 234. Le thorium, il y a le numéro 90 dans le tableau périodique. On peut le regarder, il est juste ici. Thorium, un petit peu plus bas. Ouais, ici. TH, thorium 90. Donc, le thorium, mais là, le 232 qui est là, c'est sa masse atomique relative. Donc, c'est pas quelque chose qui. C'est une moyenne relative de tous les isotopes présents. Mais du thorium 234 précisément, si je fais 234 moins 90, il me reste 134 neutrons dans le noyau. L'uranium, son numéro atomique, c'est 92, mais 239 moins 92, il reste 147 neutrons. Ce sont tous des isotopes. Dans un laboratoire, une personne analyse 3 échantillons contenant chacun un seul élément chimique. Ces éléments appartiennent à la même période et leur masse atomique respective est la suivante. Okay? Donc, ils sont sur la même période.
classe ces trois éléments selon l'ordre croissant de leur rayon atomique. Bon, clairement, celui qui est le plus lourd va être en dernier dans la période. Le numéro 1 va être à droite. Celui qui est le moins lourd, le numéro 2, va être à gauche. Puis celui qui est intermédiaire, le numéro 3, va être dans le milieu. Donc, on vous dit ici, classe ces trois éléments selon leur ordre croissant de leur rayon atomique. Donc, celui qui est le plus grand rayon croissant, ce serait le plus petit en premier. Donc, le plus petit rayon atomique, ce serait le numéro 1, qui est plus à droite. Le numéro 3 et le numéro 2 auraient des rayons atomiques un peu plus grands. Donc, croissant, l'an premier, ce serait le numéro 1, le numéro 3 et le numéro 2. Puisqu'une masse atomique plus grande signifie un nombre de nucléons plus grand, l'élément le plus lourd est celui contenant le plus de protons, donc celui ayant tendance le plus à attirer les électrons, donc celui qui est le plus à droite. Celui qui est le plus à droite dans une même période, c'est lui qui a le plus de protons. Sa masse atomique est plus grande, celui-ci, il y a plus de protons dans son noyau. Lui, il en a un petit peu moins, puis lui, il en a un petit peu moins. Mais n'oubliez pas, ils sont tous sur la même période. OK? Donc, ils sont sur la même période, c'est identifié ici. Et qui ont le même nombre de couches électroniques, mais plus je m'en vais vers la droite, plus ils ont de protons, plus ils sont lourds. Donc, ils attirent plus le nuage d'électrons, ils ont un rayon atomique plus petit. Donc, en ordre croissant, le numéro 1, le numéro 3 et le numéro 2. Ensuite, on vous dit l'analyse d'un quatrième échantillon qui appartient à la même période démontre que ces atomes sont plus électronégatifs que ceux des échantillons 1, 2 et 3. Que pouvez-vous déduire au sujet de sa masse atomique? Bien, sa masse atomique devrait être plus grande que 118,7 parce que s'il est plus électronégatif, il devrait être situé plus à droite encore. Puis pour être situé plus à droite encore, puis avoir une masse atomique plus grande, bien, sa masse atomique serait plus grande que 117,7, parce qu'on dit ici qu'il est très électronégatif, puis on vient d'expliquer c'est quoi l'électronégativité dans les numéros précédents. Donc, en effet, si l'électronégativité du quatrième échantillon est plus grande, cet élément est situé plus à droite dans le tableau périodique, ce qui signifie, ce qui se traduit par un nombre de nucléons plus élevé. Numéro C, en vous rapportant à votre tableau périodique des éléments, combien de couches électroniques comptent les éléments des échantillons 1, 2 et 3? Expliquez votre réponse. Là, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu aies comparé les masses atomiques avec celles du tableau périodique. On constate que les éléments éteints, palladium et molybdène, ces éléments font partie de la 5e période. Donc, si on va voir un petit peu ici. Donc, OK. Donc, ici, l'étain est ici, le molybdène est ici, et l'autre, c'est, je me souviens plus, c'était quoi, c'est du palladium. Mais en tout cas, ils sont ici. Et c'est comme ça qu'on déduit qu'ils sont sur la 5e période. Donc, la question était, en vous rapportant combien de couches électroniques ils ont, mais s'ils sont sur la 5e période, ben, ils vont avoir 5 couches électroniques. Vous voyez, l'autre, c'est le palladium. Ça marche, donc 5 couches électroniques qui sont sur la 5e période.